Comme Hervé l'a précisé, je suis en charge de la veille stratégique, de l'achat d'énergie pour le groupe et à l'occasion de connectivité, de raccorder le cloud que l'on héberge à la terre ferme. Je vais passer directement au cœur du sujet. Je suis arrivé chez Data4 il y a 5 ans, exactement, en plein Covid. Les rues étaient vides, les bureaux où je suis arrivé étaient totalement vides. Les data centers, en revanche, étaient pleins de serveurs provenant des entreprises, des grandes entreprises que l'on hébergeait. À cette époque-là, les data centers hébergeaient principalement les serveurs des grandes entreprises. Et à la faveur du Covid, la numérisation croissante a eu lieu. Donc, les entreprises ont dû se lancer à corps perdu vers la numérisation pour vous permettre de télétravailler, d'utiliser Teams, qui désormais fait partie de notre quotidien. Et pour permettre cette numérisation, eh bien, le monde du cloud s'est tourné vers le cloud public et on a commencé à voir l'émergence donc de ces opérateurs de cloud qui sont devenus de plus en plus nombreux au sein de nos data centers et qui ont commencé évidemment par prendre position dans les data centers existants, là où ils avaient été plantés. Ces data centers avaient été plantés finalement tout près des grandes capitales économiques à proximité des DSI pour qu'en cas du problème d'un serveur, le DSI puisse envoyer son technicien en l'espace d'une demi-heure réparer ces serveurs. Donc les data centers étaient naturellement positionnés aux abords des grandes villes, dans des endroits où la connectivité était disponible. Il ne s'agissait pas d'aller apporter une connectivité de construire un data center à un endroit où il n'y avait pas de connectivité. Voilà. Et donc, tout naturellement, les hyperscalers ont continué sur cette tendance, s'appuyant sur les réseaux existants, les infrastructures existantes pour les étendre. Et les data centers se sont développés dans ce qu'on appelle les FLAP en Europe, Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, depuis Dublin, Milan, Madrid, Varsovie, mais en tout cas, les grandes capitales. Jusqu'au jour où, il y a à peu près 2-3 ans, un acteur qu'on appelle Microsoft a pris pied à Mulhouse. À Mulhouse, qui était bien loin de toutes les grandes villes, révélant quelque chose qu'on pressentait déjà, c'est que finalement, le critère déterminant pour le choix du data center, c'était plus finalement la proximité aux grandes villes, c'était quelque chose d'indispensable, c'est la disponibilité de l'énergie, de façon abondante, décarbonée, durable, stable. Et à Mulhouse, Microsoft a trouvé ça. Et finalement, donc, ça a été le premier changement de paradigme. Les data centers qui avaient comme tropisme les capitales économiques, aujourd'hui, on pressent qu'ils vont se diriger vers les endroits où l'énergie est importante. Ça, c'est le premier des critères. Alors, ils vont se déployer pour un marché en croissance et en croissance vertigineuse. Aujourd'hui, on parle en mégawatts ou en gigawatts. En Europe, il y a à peu près 6,5 gigawatts, il y avait en 2023, 6,5 gigawatts de data centers déployés. En France, à peu près 600 mégawatts, typiquement, donc on a 10% du marché européen. Cette proportion va monter à 23 gigawatts d'ici 2030, sous 7 ans. Donc elle va être multipliée par 3,5. Et l'essentiel de cette croissance, c'est 17 gigawatts de capacité qu'on va rajouter en Europe, proviennent essentiellement de l'intelligence artificielle. Donc les 2/3, 11 d'entre eux, 11 gigawatts sur les 17, proviennent de l'intelligence artificielle, 5 proviennent du cloud, et le reste, c'est presque epsilonesque. On comprend que le cloud, qui est déjà pris position dans les FLAP, donc aux alentours des grandes villes, va continuer de s'y développer. On a une certaine certitude que le cloud va continuer à rester là, peut-être qu'il va s'étendre un peu. La grande question, c'est où va se développer cette intelligence artificielle, où vous, opérateurs de réseau, allez devoir déployer vos réseaux pour raccorder finalement ces plateformes d'intelligence artificielle. Ça, c'est la question à laquelle on peut essayer de répondre. Ce qui a été dit tout à l'heure, c'était que l'intelligence artificielle se compose de 2 éléments, une partie entraînement et une partie inférence. La partie entraînement est extrêmement gourmande en ressources de calcul. Elle demande des tailles de calcul colossales. Il y a une course au gigantisme. Les LLM qui consomment le plus de GPU, qui se déploient sur le plus d'outils de calcul, sont les plus performants et cette course demeure. Et donc, il est probable que les espaces d'entraînement soient des endroits colossaux, importants, très centralisés, où finalement la distance à l'utilisateur importe peu. Finalement, qu'on entraîne le logiciel à Paris, en Scandinavie ou aux États-Unis, techniquement, ça n'importe peu. Il y a une deuxième partie qui est l'inférence, qui, elle, est le service aux utilisateurs et qui demande évidemment une grande fiabilité. Comme ces serveurs sont sollicités en permanence, il faut qu'ils affichent
99,999% de fiabilité. Il faut aussi qu'il soit relativement proche de l'utilisateur, puisque demain, on sollicitera l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Il faudra qu'il réponde et que le temps de réponse soit relativement faible. Quelques centaines de kilomètres sont tolérables, mais donc il faudra que ces espaces d'inférence soient à proximité des grandes populations. Et puis, en fait, en retravaillant cette étude, on s'aperçoit que de moins en moins, ces deux espaces sont disjoints et qu'il y a pas mal de ce que j'appellerais dans mon langage des boucles de rétroaction entre les deux espaces et que finalement, il est probable que les campus qui font de l'entraînement feront aussi de l'inférence et réciproquement. Ce qui change fondamentalement la donne, ça veut dire que non seulement on va construire des campus massifs pour les besoins de l'entraînement, mais en même temps, il va falloir qu'ils répondent aux besoins, aux exigences de l'inférence, c'est-à-dire qu'ils soient eux aussi à proximité des grandes populations. Pourquoi? Parce que les GPU qu'on utilise, on les connaît, ils évoluent à une vitesse grand V, ils multiplient par 2 leur efficacité énergétique chaque année, ils divisent par 3 leur prix tous les 2-3 ans, ils se déprécient à une vitesse considérable, et s'ils ne sont pas utilisés à 99% l'essentiel de leur temps, dans 3 ans, ils n'auront plus de valeur. Et donc, il est absolument nécessaire, lorsqu'on plante un GPU dans un data center, de s'assurer que le marché qu'il peut adresser est maximisé. Donc, il faut mettre ces outils, ces plateformes d'intelligence artificielle à proximité du plus grand nombre d'utilisateurs potentiels. Et donc, il faut résoudre cette double équation, comment satisfaire les exigences du training et de l'inférence, étant entendu, dernier élément de l'équation, que lorsque un hébergeur, enfin un opérateur de cloud loue un espace de data center comme celui que propose Datacat, celui que propose Thésée, par exemple, qui interviendra tout à l'heure, ou Eclairion, lorsqu'il paye 1 € par mois pour l'hébergement, il paye à peu près aussi 1 € pour l'électricité. Peu ou prou, c'est les ordres de grandeur que vous pouvez garder en tête. L'électricité est une composante financière majeure de l'équation économique des opérateurs de cloud. Donc, il est important aussi de garder en tête que l'endroit où ils installent leur data center doit fournir une énergie non seulement disponible, mais abordable. Et c'est là qu'on en arrive, sans doute, en France, à un espèce de croissant Est qui a l'avantage de bénéficier du prix de l'électricité française. Aujourd'hui, l'électricité française coûte à peu près 30 € par mégawattheure de moins qu'en Allemagne, à peu près 40 € par mégawattheure de moins qu'en Italie. La tendance est plutôt positive. La disponibilité de l'énergie en France est excellente puisque la France a exporté 90 TWh, 10 à 15% de sa capacité de production, alors que l'Italie importe massivement et l'Allemagne tout seul chaque fois qu'il y a plus de vent ou plus de soleil. Donc la France est un territoire d'excellence pour la production d'énergie décarbonée. Nous sommes avec l'Espagne les tout premiers à avoir une énergie extrêmement verte. Et nous pouvons en être très fiers. Et le pourtour est de la France a comme dernier bénéfice d'être à proximité de grandes zones de population en Allemagne. L'Internet ne connaît pas les frontières, et la France aussi. Voilà. Donc il y a probablement une zone d'achalandise, celle-ci, où on verra sans doute poindre les nouveaux data centers qui seront là pour héberger ces 11 gigawatts, enfin une partie de ces 11 gigawatts d'intelligence artificielle qui devraient voir le jour d'ici 2030. Par conséquent, alors qu'à l'origine les data centers avaient été posés, choisis à des endroits où vous, opérateurs de télécom, étiez présents, vous faites partie presque de la variable d'ajustement parce que, pour une raison simple et honnête, c'est qu'il est beaucoup moins onéreux de déployer un réseau que de déployer de l'énergie. Et donc, statistiquement, probablement, les nouveaux sites où seront déployés ces grands campus d'intelligence artificielle seront absents de tout réseau de fibres significatif. Donc, il vous faudra raccorder ces campus d'intelligence artificielle, d'une part au cloud, aux différentes régions du cloud existant, celles que fournissent nos grands opérateurs de cloud, les hyperscalers, et raccorder aussi massivement ces data centers à toutes les populations qui existent. Voilà. Donc, une double connectivité, une connectivité amont, une connectivité aval. Et si l'on considère qu'une distance de 500 km est acceptable pour limiter les effets de la latence, il faudra optimiser ces réseaux pour qu'ils soient le plus efficaces possible, ou peut-être penser à des fibres optiques qui étant plus rapides, permettraient des distances plus grandes encore. Voilà.
Dernière chose, il est probable que les opérateurs de cloud achètent beaucoup plus des fourreaux ou de la fibre noire que de la fibre éclairée. Donc, il faudra sans doute mettre à disposition ce type d'infrastructure. Voilà en 2 mots quelques perspectives pour, de mon point de vue, du point de vue des data centers pour le monde du réseau pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. Je vous remercie.